Bonsoir à tous. Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Georgi Kuzmanovic. J'étais ancien secrétaire national du parti de gauche, porte-parole de la France Insoumise. Et maintenant, je suis président d'un nouveau mouvement politique qui a été fondé, République Souveraine, que je vous invite à suivre sur Internet. Voilà. Alors, rien que pour embêter Bernard Tepper, qui porte le combat pour la laïcité haut et fort. Comme nous sommes dans la semaine sainte pour les catholiques, après le topo que nous ont fait Claude Sauton et Bernard Tepper, on peut dire que concernant l'Union européenne, la messe est dite. Il est bien clair que tout cela est contre les intérêts du peuple et pour les intérêts de l'oligarchie financière. J'ai bien aimé ce qu'a dit Claude Sauton sur Percy Bervenic, et j'aime bien les gens qui arrivent à synthétiser les choses. C'est pour ça que j'aime beaucoup Sergio Leone dans Le Bon, la Brute et le Truand, puisqu'il résume en 11 secondes la lutte des classes, avec cette magnifique phrase Tuco, le monde est divisé en deux catégories, ceux qui creusent et ceux qui tiennent le fusil. Toi, tu creuses. Voilà la situation où on est, et quelqu'un, suivant la filiation de Sergio Leone, un certain Alain Madelin, celui qui a été dans l'Occident, donc une organisation d'extrême droite dans sa jeunesse et un des chantres du libéralisme en France, a déclaré ce qui résume tout ça: l'Union européenne est la garantie contre le socialisme en Europe, donc contre les intérêts du peuple. Concernant l'Union européenne, il n'y a également pas un seul économiste sérieux qui considère que ce soit une chose positive pour les peuples. Jusqu'à Stiglitz, qui récemment, il y a 2 ans, a écrit un ouvrage sur l'Union européenne, montrant de manière parfaitement claire, donc Stiglitz, ex-conseiller principal économique de Bill Clinton, prix Nobel d'économie, donc quelqu'un qui a une vague idée de ce qu'il raconte en économie, et qui a déclaré que bien évidemment, l'Union européenne nuisait à l'emploi en Europe, à la justice sociale, et produisait une situation de non-inflation qui ne favorise que les actionnaires et les créanciers, donc les riches. Ça a été dit assez clairement dans le cadre de la souveraineté européenne, dans le cadre de l'Union européenne, la souveraineté est finie. La souveraineté dans tous les domaines. La souveraineté stratégique, puisque tous les États européens sont inféodés à l'OTAN. L'armée européenne est une vaste chimère, et donc sont inféodés au désidérata géopolitique des États-Unis. La souveraineté monétaire n'existe pas, puisque l'euro, le fonctionnement de l'euro est dicté par la Banque centrale. Bernard l'a clairement exprimé. Il n'y a pas de souveraineté budgétaire. Comme vous savez, alors qu'il avait dit qu'il allait renégocier une des multiples trahisons du Parti Socialiste, c'est que lorsque François Hollande a été élu, il s'est empressé au bout d'1 an et demi de ratifier le pacte budgétaire européen, c'est-à-dire le TSCG, c'est-à-dire le contrôle par la Commission européenne du budget national, qui, s'il ne convient pas à la Commission européenne, peut être retoqué, voire le pays peut être sanctionné. Et bien sûr, il n'y a pas de souveraineté populaire, puisque la démocratie est happée par la Commission européenne, comme l'a très bien décrit Bernard, je ne vais pas revenir là-dessus. Tout ça a été récemment aggravé, alors ça m'étonne que tu n'en parles pas, Bernard, c'est par le traité d'Aix-la-Chapelle, qui a été signé en particulier entre Macron et Angela Merkel. Donc c'est un traité qui intègre encore plus la France à l'Allemagne, d'une manière extrêmement déséquilibrée, puisque je vois les avantages géopolitiques que conquiert l'Allemagne, puisque à terme, le siège au Conseil de sécurité basculera à un siège européen, donc on perd définitivement un levier de puissance français, parce que Bernard a raison, la France est devenue 7e au rang économique mondial, mais elle est quand même toujours 5e puissance militaire mondiale. Elle a 5e parce que c'est un des 5 sièges au Conseil européen, 5e parce qu'elle a la puissance de feu nucléaire. Donc toute chose que ce traité d'Aix-la-Chapelle remet en cause, et d'ailleurs en ce moment même,
pendant les mois de mars et d'avril, pour lancer cette logique, il y a une coprésidence du Conseil de sécurité de l'ONU par la France et l'Allemagne. Voilà, conjoint. Ce qui est une grande première. C'est une aggravation de l'ordre libéralisme qui est inscrite dans ce traité d'Aix-la-Chapelle. Et puis c'est une soumission encore plus avancée aux USA et à l'OTAN. Ce qui est très intéressant, c'est pour ceux qui connaissent cet écrivain qui écrivait fort bien, mais qui avait le malheur d'être un peu d'extrême droite, Drieux-La Rochelle, qu'on ne lit plus trop, mais c'est intéressant de le relire, parce que le projet politique de cette élite, c'est exactement celui de Drieux-La Rochelle. Quand on lit Drieux-La Rochelle, il dit, bon, il faut bien une puissance européenne. Juste aimer que ce soit la France, c'est malheureusement l'Allemagne. Néanmoins, il nous faut nous unir pour combattre les hordes barbares venant de l'Est. Il y a un peu le délire qui anime nos élites politiques, puisque récemment, Macron a fait un lapsus révélateur. Il a dit à quoi sert quel est le premier objectif de la défense européenne. Il a dit c'est pour s'opposer aux Russes. Donc il rejoint Drieux-La Rochelle, et comme il nous renvoie régulièrement vers les nationalismes, j'en profite pour le renvoyer vers cet auteur fasciste. L'objectif qui est très très avancé, largement, c'est l'abolition de la souveraineté. Donc la souveraineté nationale et donc son corollaire, la souveraineté populaire, puisque l'un ne va pas sans l'autre, puisque les deux ont été construits lors de la Révolution française. C'est le projet politique central de Macron. Il l'a clairement dit, pas quand il était candidat, mais dès qu'il a été élu. C'est lors du discours d'août 2017 aux ambassadeurs, où il dit « Ce que nous devons construire, c'est la souveraineté européenne ». Donc l'abdication de la souveraineté nationale, ce qui veut dire la fin de la souveraineté de la démocratie, comme encore une fois l'a très bien décrit Bernard. Je voudrais faire une remarque sur le fait que certains considèrent disent que oui, l'Union européenne, il y a des problèmes, il y a des échecs, il y a eu des erreurs, il y a des choses qui sont allées dans la mauvaise direction. Non. L'Union européenne telle qu'elle est n'est pas un échec, elle a été pensée, évolue de cette manière, puisque nous sommes quand même dans des démocraties représentatives, dans tous les pays européens. On l'oublie un peu. Qu'est-ce que c'est une démocratie représentative? Bien sûr, tous les élus vont dire au moment des élections, je défends les intérêts de tout le monde. Mais non, on représente quelqu'un. Il est bien clair que le candidat du Parti communiste représente beaucoup plus les intérêts des ouvriers et que Macron représente les intérêts des banques. Si on lit de cette manière-là, l'Union européenne est une très grande réussite. C'est la réussite de l'oligarchie financière européenne, c'est la réussite des super riches qui, par la mise en place des traités de libre-échange, qui d'ailleurs est un terme tout à fait étonnant, parce qu'il ne parle ni de liberté et encore moins de commerce. C'est surtout des traités qui garantissent la dictature des multinationales sur toutes les directives nationales votées par les États souverains. Et bien sûr, comme l'a dit Bernard, l'objectif, en tout cas pour la France, ça a été très bien dit par Denis Kessler, c'est de détricoter ce que la bourgeoisie, ce que les plus riches ont perdu en 1945 à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Je vous rappelle qu'à l'époque, le grand Ambroise Croizat, dont de moins en moins de jeunes connaissent l'existence, celui qui a créé avec le peuple justement, la sécurité sociale, l'a construite, déclarait à la tribune de l'Assemblée nationale ce que nous faisons est possible par la mobilisation du peuple et parce que la bourgeoisie est dans le caniveau et parce qu'il y a 500 000 FFI en armes dans le pays. Depuis, il n'y a de cesse, surtout depuis la fin de l'URSS qui les inquiétait un petit peu, il n'a de cesse de récupérer tout ce qui a été perdu à ce moment-là. Et il faut dire quand même qu'ils y arrivent vachement bien, ils sont très très forts. Alors moi j'aime bien, je vais chercher mes sources, je suis allé chercher au Crédit Suisse, là par le Wall Data Book de 2018. Donc, vous avez remarqué sûrement qu'il y a beaucoup de propos sur partout. De Hanouna à Macron, de BFM TV à France Radio le matin. On n'aime pas les riches, on n'aime pas le succès en France, les capitaux partent, comment faire pour que les riches restent, les investisseurs, mais on ne peut pas y arriver, c'est un pays tellement surtaxé, là c'est l'horreur, vous comprenez. Bon, alors la réalité du Crédit Suisse est le suivante, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de riches et de millionnaires et de milliardaires en France.
Cette année, la France a la deuxième progression mondiale du nombre de millionnaires. Il y en a plus, 259 000 très exactement, ce qui est une augmentation de 15%, et nous sommes le deuxième pays au monde, derrière les États-Unis, rapporté à la population. Nous avons 1,9 million de millionnaires. Donc c'est un grand succès national. De la même manière, la richesse des 500 Français les plus riches a augmenté l'année dernière juste de 13%. Voilà, une augmentation colossale qui suit l'augmentation globale du CAC 40. Ça veut dire qu'actuellement on a 100 milliardaires en France. C'est pas mal. D'autant plus que c'est 3 fois plus qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ans on n'avait que 33, maintenant on a 100. Bon, pour des gens qui se portent mal et dont on ne respecte pas le succès, ça va plutôt bien. Rien que Bernard Arnault, moi j'aime bien celui-là, il a augmenté sa fortune de 50% en un an, de 72 milliards. Il se porte très bien, il peut financer la reconstruction de 40 Notre-Dame de Paris, s'il a envie, à lui tout seul. Et donc c'est la première fortune de France, d'Europe, et la quatrième mondiale, mais je pense qu'il travaille à représenter la France au pinacle des milliardaires. Et pour ce faire, ces gens-là y arrivent parce qu'il y a toute une série de dispositions économiques imposées, entre autres par l'Union européenne. Il faut rappeler que le président qui a été choisi à la Commission européenne est un certain Jean-Claude Juncker. On ne rappellera jamais assez que Jean-Claude Juncker était Premier ministre de Luxembourg et que c'est celui qui a coordonné, non pas la fraude fiscale, mais l'optimisation fiscale, comme ils disent, dans l'Union européenne. Cette optimisation fiscale fait qu'en France, on a 80 milliards qui sont fraudés tous les ans à l'URSSAF, 20 milliards à l'impôt sur le revenu, il y a 73 milliards de niches fiscales pour les riches, donc on est à peu près déjà à 180 milliards par an. Sans parler des 1200 milliards du shadow banking, mais c'est pareil, c'est un sujet qui est tellement compliqué qu'on ne va pas l'aborder ici. En tout cas, les super riches ont une capacité jamais égalée dans l'histoire de l'humanité de suraccumuler et sans être menacés par les États. C'est ce qui se passe, c'est intéressant de revenir à ça, parce que c'était une grande explication de l'arrivée du nazisme et du fascisme en Europe, c'est le travail de Karl Polanyi, c'est un grand économiste qui a écrit ce ouvrage fondamental de la grande transformation. Pour résumer, sa grande transformation, c'est le transfert du pouvoir du politique aux entreprises multinationales. Or, il a encore plus avancé qu'il ne l'était en 1945, bien évidemment. C'est en ce moment que se réalise cette grande transformation. Et elle n'est évidemment possible que par l'ennemi intérieur. C'est aussi parfois présenté comme étant des choses qui sont imposées par les États-Unis, par le Japon, par Bruxelles. Mais avant tout, pour que ce soit imposé en France, il faut qu'il y ait des élites qui trahissent le pays, qui trahissent le peuple et qui trahissent l'intérêt national. Macron est français, il n'est pas François Hollande également, Sarkozy également, et ainsi de suite. Jacques Delors aussi. Tout ça, ce sont des gens qui ont imposé pas à pas ces évolutions. Bon, je ne vais pas revenir dessus, on a dit que l'Union européenne est non démocratique. Elle favorise par son fonctionnement l'enrichissement des riches et l'augmentation de la dette de manière incommensurable et irremboursable, de telle manière que ça sert d'argument permanent pour continuer à baisser le financement des services publics, payer l'intérêt de la dette qui profite aux banques, puisque ce sont les banques privées qui prêtent aux États, ou les marchés financiers. Et on voit tout cela à l'œuvre dans l'ensemble de l'Union européenne. Mais face à tout cela, quelle est l'offre politique? Parce que tout ça, c'est sûr et certain. Il n'y a même pas de discussion sur cette situation dans l'Union européenne. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme offre politique, en tout cas en France? On a déjà l'extrême centre, ceux qu'on qualifie d'extrême centre, c'est-à-dire ce qu'a réussi à créer Macron, c'est la République en marche, avec des gros bouts du Parti socialiste et des gros bouts des Républicains qui se retrouvent ministres, qui sont, de toute façon, ça fait 36 ans qu'ils appliquent les mêmes politiques néolibérales imposées par l'Union européenne. En Allemagne, il a fallu faire une grande coalition, CDU-SPD. En France, c'est la République en marche. Bon, très bien. On sait où ils vont. On a un certain Asselineau qui propose le Frexit. Alors,
Bernard en a parlé. Bon, c'est une approche juridique qui n'a aucun sens. C'est totalement figé, comme si c'était comment ils s'appellent les gens qui s'habillent en orange, là, qui crient des mantras tous les gens. Hare Krishna. Article 48, article 50, article 48, article 50, article 48, article 50. Comme si Oui, l'article 48, c'est ce que disait Bernard, tous les États doivent être d'accord pour changer quoi que ce soit. Donc c'est pas possible. Il y a l'article 50 qui nous permet de sortir. Bon. Sauf que tout ça n'est pas concret, n'est pas sérieux, n'est pas travaillé, n'est pas réfléchi. Il y a une inconscience absolue de rapport de force, et puis tout ça est présenté comme facile et magique, que en fait, c'est littéralement ce qu'a dit Bernard, c'est 48 heures. Il suffit de le faire, et puis ça se fera. C'est un peu ce que défend Debout la France, et on voit bien avec le Brexit combien c'est difficile. Alors même que la Grande-Bretagne a toujours son autonomie monétaire, un Brexit tel qu'il est mené, de la manière dont il est mené, ne sert pas à grand-chose. Parce qu'à la fin, les Britanniques se retrouvent avec, au gouvernement, des gens qui sont et conservateurs et néolibéraux. Bon, et pour le peuple, que des politiques néolibérales soient imposées par Londres ou par Bruxelles, ça ne change pas grand-chose. Et c'est ça qui a un gros défaut chez Asselineau et chez Dupont-Aignan, c'est qu'il y a une sorte de fantasme de la souveraineté pour la souveraineté, sans réfléchir à ce qu'on va en faire. Bon, après, vous avez des droites souverainistes, comme Philippot. Bon, j'ai fait un débat il y a 3 jours ou 2 jours avec lui, c'est assez vite, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun plan. C'est la souveraineté, mais en fait, il a pris le côté Front National qu'on va sortir de l'Union Européenne, mais c'est une phrase. C'est-à-dire qu'il peut parler pendant une demi-heure sans même aborder quoi que ce soit d'autre, et après, il parle des problèmes en France, mais il ne dit pas comment on fait. Vous avez certains gaullistes sociaux qui suivent les pas ils essayent de suivre les pas de Gaulle ou de Philippe Séguin. Eux, ils vont vous dire que l'Union Européenne, ça ne marche pas, ça va s'effondrer et qu'il n'y a qu'à attendre. C'est une position un peu molle. En attendant, ils proposent des choses qui sont assez sans intérêt, et plutôt classique, c'est la baisse des impôts, et puis c'est la baisse du financement des services publics. Donc, en fait, en gros, eux aussi, ils veulent une sorte de retour à la nation, mais on se demande bien pourquoi faire, puisque à la fin, c'est pour appliquer les mêmes politiques. Et là, on arrive à la gauche. Et la gauche, comme vous savez très bien, quel que soit, est très gênée par l'Union Européenne, est très gênée de parler de l'Union Européenne, est très gênée par la sortie, ne parlons pas de la sortie de l'Union Européenne. Alors on a beaucoup de programmes de résistance, on a beaucoup de vœux pieux, surtout quand on est dans l'opposition. Glucksmann est devenu très à gauche, tout à fait intéressant, je ne savais pas. Faure aussi, Faure qui était malheureux de ne pas être embarqué dans les équipes de Macron, et donc il se retrouve à la tête du PS et obligé de défendre un programme qui est moins à gauche que ce que défendait François Hollande en 2012. On avait vu avec quel résultat magnifique. Son pire ennemi était la finance. Bon. Ce sont des gens qui vont nous dire, y compris le PCF, qu'il faut une Europe sociale, qu'il faut une Europe démocratique, c'est un bon Glucksmann, qu'il faut une autre Europe, qu'une autre Europe est possible. Et comment? Mais comment? Et le mais comment ne vient jamais. Et on a le problème à la France Insoumise, et c'est pour ça, c'est une des raisons fondamentales de ma sortie de la France Insoumise, puisque je m'occupais des questions internationales et je m'occupais des questions du sommet du plan B. On reviendra dessus si vous voulez, qui a été pensé, imaginé par la France Insoumise, proposé à nos partenaires européens, après la défaite que nous avons tous subie en Grèce. Mais là, la situation est telle que nous avons Jean-Luc Mélenchon qui fait à nouveau une excellente tribune, il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines, 3 semaines, dans Libération, sur l'Union européenne. Un peu combative, un peu revenue, comme si on revenait à une situation hantée. Mais tout l'article se finit, et au milieu c'est marqué, il faut sortir des traités européens. On ne peut pas faire autrement, il faut sortir des traités européens. L'article se termine sur rien. Sur rien au sens comment on fait. Mais 3 jours après, Manon Aubry déclare non, nous ne sommes pas pour le Frexit. Alors tout ça c'est systématiquement joué sur des mots, puisque sortir des traités européens, c'est sortir de l'Union européenne, ça va dire d'autres.
L'Union européenne, c'est pas une union géographique, c'est une union qui est créée par les traités. Si vous sortez des traités, vous sortez de cette Union européenne. Vous pouvez vouloir en reconstruire une autre. Mais le fait même de ne pas pouvoir le dire, on est arrivé à un stade où on ne peut pas le dire, comparé à 2015, où ont été lancés les sommets du plan B, montre le recul par rapport à cette situation. Et donc, de facto, on a globalement une trahison de la gauche qui trahit le peuple. Alors, je pense surtout au Parti Socialiste, pendant 30 ans de faire des politiques néolibérales, qui fait que toutes les classes populaires, ou une grande partie des classes populaires, ne vont plus voter, ou ont du mal à voter, ou ne savent pas trop vers qui se tourner. Et puis vous avez une trahison de la droite également, qui était censée défendre la nation, la grandeur de la France, défendre du tout. Et ils défendent les intérêts de Bruxelles, ils ont décidé de se transformer en petit valet. Oui, je ne vais pas parler du Front National, c'est parce que je ne sais jamais comment dire du Front National, parce que bon, il y a 3 mois, ils étaient pour sortir de l'Union européenne, pour tout changer, pour défendre la souveraineté, et puis là, apparemment, ils sont revenus à une situation, ils ont fait un virage à nouveau à 180 degrés, donc ils sont pour l'Union européenne et pour l'euro. Je ne sais pas comment ça va se concrétiser en termes de vote. Et le souci de tout ça, c'est que ces gens-là, et en particulier je pense à ceux dont je viens, c'est qu'ils refusent de gouverner. En fait, c'est ça la situation. C'est leur refus de prendre les choses à bras-le-corps et concrètement et d'y réfléchir. Et Philippot ne veut pas gouverner. Comme j'ai passé un peu de temps à discuter avec lui après, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est d'avoir une position dans le système. Une position qui permet, en ayant un avis, en disant des choses, de dire, d'obtenir des postes, de passer à la télé, mais pas de gouverner. Donc le problème, c'est qu'il n'y a rien de concret. Il n'y a rien de concret, et on voit bien que le peuple, moi je considère que le peuple est largement en avance. Il était en avance en 2005, il s'est mobilisé. Comme vous le savez tous, l'oligarchie médiatique et financière, la politique disait qu'il faut voter oui, parce que sinon vous allez avoir les 7 plaies d'Égypte qui vont tomber sur la tête. Bah, non, le peuple s'est mobilisé dans des coins reculés, il n'y a plus de politique, il n'y a plus de parti, il n'y a plus de section, et tout s'est effondré. Les gens se sont appropriés un texte qui fait, je ne sais pas, 700 pages, parfaitement compréhensible, extrêmement lourd dans la syntaxe. Ils se sont appropriés, et malgré la pression, bon, il y a eu beaucoup de gens qui ont milité, mais pas parmi ceux qui avaient donné le là dans les médias, et ben c'est 55% du peuple a voté non. Non. Comme en Grèce, quand 65% du peuple, alors qu'il y avait une menace, pour le coup, il y avait vraiment un pistolet sur la tête, a voté non. Et puis c'est comme tous les autres traités, comme tous les autres référendums qui ont porté peu ou prou sur l'Union européenne, le peuple n'est pas stupide, ce n'est pas parce qu'il est fasciste, il vote non, parce qu'il vote non contre un système non démocratique et qui va contre ses intérêts les plus prosaïques. Bon, et là on a en France, on a une révolte du peuple qui s'est manifestée par les Gilets jaunes, malgré, là encore une fois, un effort colossal du pouvoir en place et des médias pour et discréditer, et casser, et tirer. Il faut quand même rappeler, bon, enfin, vous le savez tous, mais c'est délirant, il y a plus de 8000 arrestations, c'est sous 1400 comparutions immédiates, des centaines de personnes qui finissent en prison. Pour la plupart, ils ne sont pas ni Black Bloc, ni ultranationalistes fascistes, ni je ne sais quoi, même d'ailleurs, ils n'ont même pas tracté quoi que ce soit sur les 30 dernières années. Ils se retrouvent en tôle. Il y a eu des 1000 blessés, 1000, dont une centaine graves. On parle souvent des, je sais plus, 25 énucléations, c'est quand même colossal, 5 amputations, mais les 75 autres sont des gens qui ont des dégâts cérébraux graves, parce que si vous avez une fracture, enfin, c'est le responsable du service neurologique de Besançon qui a fait une pétition pour dire que c'était hallucinant les dégâts qu'il voyait, parce qu'il était à un moment, à une époque, il a été en Afrique dans des guerres, il a dit c'est des dégâts de guerre. Bon. Eh bien, tout ça se fait. Imaginons que ça se soit passé, je ne sais pas, en Russie ou au Venezuela. Bon, déjà, le Venezuela, c'est le délire, mais ça on arrête tout le temps. Voilà, il faudrait envoyer des avions, les bombardiers pour sauver la démocratie. Ici, non. Mais ce peuple s'est mobilisé, et comme on sait bien résumé, des gens comme Stéphane Boulot, qui est représentant des Gilets jaunes à Rouen, François Boulot, dans un très bon article dans Marianne, où Onfray à sa manière, ou Todd à sa manière, ou Jacques Sapir, et les Gilets jaunes et le soutien massif qu'ils ont reçu du peuple sont souverainistes. Des deux manières. Ils veulent reconquérir les moyens de l'action politique au service du peuple,
et ils veulent le retour de la souveraineté populaire. C'était la démocratie, c'est pas pour rien qu'ils veulent le RIC. Parce que ça fait 30 ans qu'ils sont trahis, donc voilà, ils sont parfaitement logiques, et beaucoup plus logiques que nos dirigeants. Ce qui fait que se pose la question que posait Lénine à un moment dans un ouvrage, c'est que faire? Alors que faire? Il y a deux options. Alors, l'option, c'est continuer à se regarder le bout des chaussures, à se dire qu'une européenne c'est pas bien, et puis finalement ne pas faire grand chose, ne pas faire ce qu'il faut pour sortir de l'Union européenne. C'est l'étouffement garanti. On avait promis la fin du monde à la Grèce, c'est de sortir de l'Union européenne. Bon, eh ben, ils ne sont pas sortis, mais ils ont un étouffement lent et une mort lente, comme les grenouilles mises dans un bouillon d'eau froide et qu'on met à chauffer doucement. La dette a augmenté, la mortalité des personnes âgées a augmenté, la mortalité infantile a augmenté, les suicides ont augmenté, les jeunes diplômés fuient le pays, et ils pensent même vendre des bouts du Parthénon. Il n'y aura absolument plus rien à vendre. Eux, ils ont déjà vendu leurs aéroports, leurs ports, tout. Et là aussi, ils sont trahis par l'intérieur. C'est pas que des méchants Allemands. Ils sont volés par les propres Grecs. Aussi bien le clergé que les riches Grecs qui détiennent quasiment 50% de la dette grecque. Bref, on voit bien ce que c'est une guerre de classe. Donc soit on est avec le peuple, soit on est contre le peuple dans cette histoire. Et l'Union européenne est un agent des plus riches et des plus puissants. Donc, la sortie des traités européens est une condition sine qua non. Point. Maintenant, on ne peut pas le faire comme ça, juste en déclarant. Le grand problème qui se pose à nous tous, c'est comment on le fait concrètement. Alors nous, à République Souveraine, c'est à ça qu'on se propose de travailler. On avait travaillé là-dessus à la France Insoumise au début, le sommet du plan B, c'était ça. Le premier sommet du plan B, après la trahison de Tsipras, c'était un sommet politique de dire c'est pas possible, il faut qu'on se réunisse, il faut qu'on pense en même temps une autre Europe après, mais il faut qu'on ait une logique de plan B, c'est-à-dire une menace. On va négocier comme il a négocié, mais en même temps on prépare le plan B, c'est la sortie. Hein. C'est clair et net, le programme de la France Insoumise était parfaitement clair. Là aussi c'était une phrase à la Sergio Leone, cette Europe on la change ou on la quitte. Bon, maintenant cette phrase n'est plus lisible à la LFI, mais c'est la seule logique. Par contre, les autres sommets du plan B auraient dû être, petit à petit, un travail de sortie. Et un travail de sortie, ce n'est plus que des politiques fassent des discours, c'est qu'on mette au travail des douaniers, des gens qui travaillent dans la banque, des gens qui s'occupent de l'industrie de la défense, des gens qui distribuent l'électricité dans l'Union européenne. Parce que quand on travaille sur l'Union européenne, on se rend compte que tout est intriqué massivement, tout est emmêlé comme un panier en osier. Ils font exprès, d'année en année. C'est le travail pour rendre impossible, en tout cas très difficile, toute velléité de changement pour celui qui arrivera au pouvoir. Et c'est pour ça que je critique ceux qui, de manière inconséquente, disent qu'il faut sortir les traités ou faire le Brexit. Et que tout ça doit être travaillé, sinon dans un rapport de force, qu'on est abattu immédiatement. C'est ne pas le penser avant de prendre le pouvoir, c'est se mettre dans les conditions de se retrouver, avant bien sûr, c'est de se retrouver dans les conditions de Tsipras, c'est-à-dire être sûr de capituler. D'autant plus que, comme Dru-La Rochelle le voulait, le pouvoir actuellement en Europe est détenu par l'Allemagne. Or, l'Allemagne a, elle, un plan B de sortie. On pourra en discuter si vous voulez, mais c'est la réalisation du projet bismarckien de Mitteleuropa, d'intégration économico-géopolitique de l'Allemagne et de ses industries au tort avec l'Europe centrale et l'Europe de l'Est. C'est réalisé. Et en plus, comme ils sont moins cons que nous et qui pensent les choses, ils ont des lois qui empêchent la vente des entreprises stratégiques. Ce que disait Bernard, si on n'a pas d'industrie pour avoir l'indépendance, ben chez eux c'est interdit. Comme c'est interdit aux États-Unis, comme c'est interdit en Chine. Et puis en plus, comme ils sont vraiment pas cons et qu'ils se disent qu'on ne sait jamais ce qui pourrait se passer, ils ont gardé tout leur Deutschmark. Ah, voilà. Donc quand ils ont récupéré leur Deutschmark, ils les ont stockés, ils les ont mis dans des caves, enfin dans des banques, ils sont stockés. Enfin, ils peuvent ressortir. Pourquoi? Parce qu'un exemple de ceux qui pensent que les choses se font comme ça immédiatement, rien que réimprimer les billets, au cas où on voudrait faire une monnaie nationale, c'est en faisant comme dans la Casa del Papel, pour ceux qui ont vu ce film, c'est faire tourner toutes nos rotatives qui sont capables d'imprimer des billets, c'est 14 mois, minimum. Rien que ça. Je ne sais pas comment Asselineau n'arrive pas à avoir cette information, mais bon, voilà, en tout cas les Allemands ne sont pas cons, dans ce sens-là.
Et puis enfin, il faut considérer, contrairement à certains à droite, que la souveraineté n'est pas une fin en soi. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas, la souveraineté. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on fait de la souveraineté. Et c'est là qu'on rejoint Jaurès. La souveraineté, c'est pour la défense de la République sociale, pour la défense des intérêts de l'ensemble du peuple. Ça n'empêche pas qu'il y aura sûrement des gens un peu plus riches que les autres, mais il faut que l'école soit garantie, la santé soit garantie, les transports soient publics, et ainsi de suite, et qu'il y ait des entreprises stratégiques qui soient détenues par l'État et donc par le citoyen. Voilà, je finirai, comme j'ai déjà fini un certain nombre de fois, sur le Mexique, parce que c'était pour moi le grand moment, un des grands moments de l'année dernière, avec le retrait de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien par les États-Unis, qui met à risque le monde, en tout cas dans cette zone. C'était la victoire de López Obrador, le candidat de Morena, Movimiento de Reunificación Nacional, le mouvement de la régénération nationale, le mouvement de la régénération nationale. Donc quelqu'un qui, étant dont la frontière est collée à celle des États-Unis, dans un pays où 300 000 personnes sont mortes officiellement assassinées en 10 ans, où il y a un pauvre sur deux, où il y a une oligarchie kleptocratique, il faudrait passer Macron pour un dangereux socialiste, eh ben, ils ont réussi à faire une alliance nationale où l'objectif, où ils ont fait un accord de type CNR, et on en est là. Et c'est ce que nous on défend à la République souveraine, donc du Conseil national de la résistance, où on va de mettre d'accord des gens de droite, mais qui ont le sens de leur pays et qui comprennent qu'il faut que c'est pas normal qu'il y ait des pauvres dans leur pays, et qu'ils comprennent que leur business fonctionnera mieux s'il y a moins de pauvres et s'ils ne sont pas sous une pression de voleurs qui pillent tout et tout le temps. Et les mettre au travail avec des gens qui veulent sortir leur famille de la misère. Eh ben, ils ont réussi, et je pense que c'est la voie à suivre pour nous en France un jour. Voilà, je vous remercie.